Bonjour à tous. On va continuer à parler de muscles au travers de 4 cas cliniques qui nous ont un peu marqués dans le service ces derniers mois. Comme il est un peu tard et que sûrement vous avez tous très faim, on va faire ça de manière un peu interactive et je vous invite, que vous soyez dans la salle ou devant votre écran, à scanner avec votre appareil photo le QR code, puisque je vais participer au cas clinique que je vais vous présenter. Donc, normalement, là, rien ne s'active. Ça va s'activer au fur et à mesure. C'est bon pour tout le monde. OK. On y va. Voilà. Donc, le premier cas, c'est une femme de 66 ans qu'on voit initialement en fait, pour un gonflement très inflammatoire d'un poignet. Et puis, les semaines suivantes, elle présente également un gonflement modérément inflammatoire d'un validant de la cuisse et d'un mollet. Sur le reste de l'examen clinique, il n'y a absolument rien. Elle n'a aucun signe extramusculaire. Et sur la biologie, pas de syndrome inflammatoire, des CPK normales. Elle bénéficie d'un électromyogramme qui ne retrouve pas d'anomalie, notamment pas de syndrome myogène ou neurogène. Et elle a également un scanner thoraco-abdominopelvien, donc pas d'anomalie en dehors des anomalies musculaires. Donc je vous ai mis son IRM en coupe axiale qui passe par une des lésions musculaires. Donc, vous avez 3 séquences différentes. En dessous, je vous ai mis les résultats de sa biopsie musculaire qui ne sont pas les siens, parce que j'ai pris des photos à Alain Meyer qui étaient beaucoup plus jolies, et des radiographies de son poignet. Donc, je vous rappelle, ça a commencé initialement par une tuméfaction inflammatoire du poignet. Donc, vous allez pouvoir voter. Et donc là, je vous ai fait une question en texte libre. Quel diagnostic évoquez-vous? Bien sûr, pour alimenter la discussion, plus que pour la pédértérite noueuse, granulomatose musculaire, sarcoïdose ou périartérite noueuse. Très bien, ça tourne effectivement autour du granulome. Voilà, sarcoïdose. Vous avez tous effectivement à peu près les mêmes choses. Vous avez bien su lire la sarcoïdose, sarcoïdose ou panne. Parfait. Bon, bravo. Alors, je suis désolé, j'ai du mal à passer les diapos. Je suis pas en mode présentateur. Alors, peut-être qu'il faut, excusez-moi, que j'aille là. Voilà. Donc, bravo, il s'agissait bien d'une, ce qu'on appelle une myosite granulomateuse, en fait. Donc, c'est des entités qui nous posent parfois problème. Alors, quand elles s'intègrent dans le cadre d'atteinte extramusculaire typique de sarcoïdose, c'est assez simple. On attribue l'atteinte musculaire à une sarcoïdose et ça pose plus de problèmes quand on est dans le cadre de cette patiente. En fait, on a une atteinte musculaire inflammatoire isolée avec du granulome à la biopsie. C'est des entités qui sont bien sûr rares, mais parfois difficiles. Et donc, je vous ai mis là l'article dont j'ai pris les images d'anatomopathologie qu'avait fait Alain il y a 2-3 ans, je crois, maintenant, et auquel on avait participé. Et c'est la plus grosse série qui a été rapportée, c'était sur un peu plus d'une vingtaine de patients. Et Alain et son équipe avaient comparé à des myosites non granulomateuses et à des myosites à inclusion. Et donc, on voit qu'il y a une espèce d'entité là un peu floue qui se chevauche et que parmi des myosites granulomateuses sans atteinte extramusculaire, on retrouvait très souvent des caractéristiques de myosites à inclusion. Et que chez ces myosites granulomateuses, le fait d'avoir des caractéristiques de myosites à inclusion était prédictif d'une très mauvaise réponse au traitement,
au traitement immunomodulateur. Or, cette patiente, nous, n'avait pas de caractéristiques de myosite à inclusion. On l'a traitée tout simplement par corticothérapie avec un excellent résultat. Donc, je vous ai remis voilà, la coupe histologique qui permettait de trouver le bon diagnostic que vous avez tous trouvé. Et puis, ça, c'est la petite note du rhumatologue. Elle avait donc une myosite du carré pronateur et vous voyez l'énorme réaction périostée qu'elle avait sur les 2 sites d'insertion de ce muscle. Le deuxième cas, c'est toujours une femme de 54 ans qu'on a eu dans le service l'année dernière, qui a présenté un adénocarcinome rectosigmoïdien en février 2022, révélé sur une perforation avec péritonite. Elle a été traitée par une colectomie avec une cure de 6 cures de chimiothérapie. Et puis, un mois après la chirurgie, elle a commencé à présenter un tableau de féssalgie, initialement unilatérale, puis qui s'est bilatéralisé, prédominant quand même largement à droite, avec une symptomatologie neurologique de sciatalgie tronquée, uniquement à droite ce coup-ci. Et c'est une patiente, quand on la reçoit, qui est extrêmement agile, qui ne tient pas en place dans son pied, qui ne peut pas tenir sur ses fesses, qui est en permanence sur le côté gauche. Sur le plan de l'état général, elle est relativement altérée, mais eu égard à ses antécédents récents. Sur la biologie, pas de syndrome inflammatoire, des CPK dans la norme à 81, un bilan auto-immun complet qui est fait au laboratoire qui ne retrouve pas d'auto-anticorps. On demande rapidement un électromyogramme qui nous montre à la fois du myogène et du neurogène, notamment avec une atteinte plexique. Une ponction lombaire est réalisée qui ne retrouve pas d'argument pour une méningo-radiculite. Et puis, on réalise un scanner, puis un TEP scanner qui retrouve un hypermétabolisme pelvien autour de l'utérus, difficilement caractérisable. Et puis, il y a cet hypermétabolisme musculaire diffus, comme on le voit sur ces IRM, avec de multiples ganglions, sus et sous-diaphragmatiques, mais finalement modérément hypermétaboliques. Donc, je vous ai mis ici une coupe coronale injectée de son bassin en haut à droite, une coupe axiale en T2 saturation de graisse, et puis une coupe scanographique du TEP scanner en bas à droite. Donc, cette fois-ci, je vous ai aidé en vous mettant des propositions. Alors, est-ce que, pour cette patiente, vous pensez qu'il s'agit d'une métastase musculaire, d'une myosite paranéoplasique, d'une plexite paranéoplasique, d'une myosite nécrosante à médiation immune, ou bien d'une myosite à mycobactérie. Pour l'instant, c'est la myosite paranéoplasique qui l'emporte assez largement. Vous êtes 20 à avoir voté. Un votant pour la myosite nécrosante auto-immune et un votant pour les métastases musculaires. Alors, on a beaucoup hésité, nous, entre 2 de ces 5 diagnostics. Bon, la mycobactérie, j'ai effectivement besoin d'une 5e proposition, donc personne ne l'a acheté. La myosite nécrosante auto-immune, on n'a pas évoqué sur le tableau clinique très algique, la normalité des CPK, l'absence d'auto-anticorps. Et effectivement, on hésitait entre une myosite paranéoplasique ou des métastases musculaires. Et il s'agissait malheureusement pour la patiente de métastases musculaires, puisque on est allé biopsier son muscle. Il s'agissait d'une récidive locale, même si on ne peut même pas parler de récidive, parce que probablement qu'elle n'a jamais été vraiment en rémission, cette patiente, et donc d'un envahissement local de son adénocarcinome du mois précédent. Ça nous a posé beaucoup de soucis parce que, alors pardon, pour la plexite, donc vous voyez hein, sur l'image coronale, vous avez ici donc l'infiltrat musculaire diffus très inflammatoire qui donc ne pouvait pas faire proposer le diagnostic de plexite. Vous pouvez avoir un hypersignal musculaire dans les atteintes neurogènes, mais pas aussi diffus et nodulaire comme il l'est ici. Et vous avez ici, vous voyez, c'est le nerf sciatique. Donc là, on est sur un T1 gadolinium en coronal, donc avec un énorme rehaussement des plexus et des troncs nerveux.
Donc voilà, c'est la biopsie, bien sûr, qui nous a permis de faire le diagnostic. Alors, les métastases musculaires, c'est très grave. Je vous ai mis ici des chiffres qui sont peut-être un peu plus de 5000 patients avec des cancers, et donc c'est environ, dans cette série, 1% des métastases. Les principaux cancers impliqués par ordre de fréquence, c'est d'abord les cancers génitaux, puis les cancers gastro-intestinaux, urologiques et les mélanomes. La dissémination est hématogène ou par contiguïté locale. La plupart du temps, ces maladies ici, elles seront uniques et volontiers. Bien sûr, le pronostic est très sombre. Alors, ça, c'est juste, pardon, c'est pas un cas sur lequel vous pouvez voter, c'est juste pour vous raconter l'histoire. C'est une patiente d'une quarantaine d'années qui a été adressée à une de nos consoeurs de ville pour une suspicion de ténosylomite de Kervin. Donc, vous vous doutez qu'il ne s'agissait pas de ça. Rapidement, une IRM a été faite. En fait, c'est une patiente qui avait un lymphome T qui avait été traitée l'année précédente avec 6 cures de Schlopp et qui présentait une récidive musculaire de l'avant-bras de son lymphome. C'est la biopsie qui nous a permis de poser le diagnostic. Cas numéro 3, toujours une femme, 53 ans. C'est une patiente qu'on a eue dans le service il y a maintenant longtemps, puisque je crois que c'était quand j'ai été chef de clinique. Apparition dans les années 80, alors qu'elle avait une vingtaine d'années, de difficultés à monter les escaliers. Elle avait eu un diagnostic de polymyosite à Paris avec des CPK à 5000. Elle avait refusé la corticothérapie, puis finalement, pendant 30 ans, elle n'avait pas présenté de douleur majeure, mais elle avait présenté en revanche une perte fonctionnelle plutôt proximale et plutôt aux membres inférieurs. À tel point que quand nous on l'a connue, elle était encore ambulatoire, mais avec un périmètre de marche qui était inférieur à 100 mètres. Elle n'avait absolument aucune douleur, un déficit, comme je vous disais, plutôt proximal, plutôt membre inférieur que membre supérieur, et puis à l'examen clinique, aucun signe extramusculaire, pas de signe cutanée notamment. Sur la biologie, quand on la voit dans le service, elle n'a pas de syndrome inflammatoire. On fait un bilan humain complet qui ne retrouve pas d'auto-anticorps. L'EMG est myogène, elle a des CPK franchement élevés à 4000. Le FR-ETP normal, et puis on finit par faire une biopsie musculaire qui retrouve alors de la nécrose et de la régénération modérée avec un petit infiltrat lymphocytaire, des fibres de calibre irrégulier avec quelques internalisations nucléaires, et puis l'expression d'HLA1 sur les cellules endothéliales et quelques pourtours de fibres musculaires. Il n'y avait pas de vacuole et pas de fibres rouges déchiquetées. Je vous ai mis ici une coupe axiale en T2-FAT-SAT de ces membres inférieurs qui passent en cuisse. Il n'y avait pas de T1. C'est pour ça que je vous ai mis que le T2. Ne vous faites pas piéger. Donc, je vous laisse un petit peu regarder. Et à nouveau, je vous demande quel est votre diagnostic. Ah, ça vous inspire moins que les précédents. Il y a évidemment un élément de la biopsie musculaire que je ne vous ai pas donné, je vais vous donner après. Ah, on a une réponse, deux réponses. Dermatomyosite, il vous reste 8 secondes, myosite à inclusion, myosite nécrosante. OK. Donc, effectivement, on proposait des diagnostics du spectre des myopathies inflammatoires. Oui, c'était évidemment tout à fait possible, notamment vu l'atteinte biologique très élevée. Ce qui était étonnant, c'est qu'elle n'avait jamais eu mal, aucun signe extra-articulaire, aucun auto-anticorps, et puis cette évolution pendant 30 ans sans traitement et sans douleur qui est un petit peu atypique. Et donc, en fait, la biopsie, je vous la donne en entier. Voilà, je ne vous avais pas donné le résultat du marquage des protéines en immunohistochimie sur le muscle. Et donc, cette patiente avait une absence de marquage de la dysfermine sur le pourtour de ses fibres musculaires. Et donc, elle présentait ce qu'on appelle une dysferminopathie
Donc, c'est une pathologie musculaire qui fait partie des dystrophies musculaires. Il y en a tout un tas. C'est bien sûr très difficile de toutes les connaître. En revanche, il y en a quelques-unes, notamment les dyscardiopathies, qui peuvent avoir une présentation auto-inflammatoire ou métabolique. Et donc, c'était le cas de notre patient. Probablement qu'au début, elle avait eu cette activation inflammatoire. Et vous voyez, en fait, je ne vous avais pas mis le T1. Alors, ce n'est pas son T1, ça, c'est un T1 qui est de la publication qui est en bas. Mais je crois vous l'avoir mis ici. Voilà, son T1 en coronal, vous voyez, elle avait une involution graisseuse de quasiment tous les muscles des cuisses. Et donc, c'est initialement décrit sous le terme de myopathie de Miyoshi. Mais en réalité, il y a 3 entités décrites dans la littérature ancienne qui regroupent la même anomalie protéique, et donc c'est des déficits en dyspermine, une protéine impliquée dans la réparation de la membrane de la fibre musculaire. Donc voilà, c'est le petit piège. Ces dysperminopathies peuvent avoir des présentations très inflammatoires avec des tableaux d'élévation majeure des CPK et des IRM qui peuvent faire évoquer le diagnostic de biocytes inflammatoires. C'est bien sûr l'histologie qui… La corticothérapie ne marche pas là-dedans, évidemment. Mais de toute façon, elle l'avait refusé. Donc finalement, elle avait eu une bonne intuition. Et le petit dernier, un homme de 72 ans, qui nous a posé pas mal de soucis diagnostiques, qui présente depuis 2020 un syndrome inflammatoire intermittent, avec des CRP qui peuvent monter jusqu'à 150 mg par litre et qui sont normales entre ces crises. Pas d'antécédents personnels ou familiaux notables. Il associe, lui, des signes extramusculaires, avec une atteinte particulière de type plutôt oligo-articulaire, des lésions cutanées type urticaire, et puis lors de sa dernière hospitalisation qui nous a permis de faire le diagnostic, il a sorti un tableau neurologique très sévère avec des troubles de la conscience, une paralysie faciale périphérique et un déficit des 4 membres, qui a mis en évidence une leptoméningite aseptique associée à une neuropathie sensitivo-motrice des 4 membres. Il a présenté aussi de manière intermittente des myalgies, pas au moment de l'hospitalisation finale, mais précédemment, et on a eu la chance de pouvoir lui faire une IRM au moment de ces douleurs. Et je vous ai dit aussi que, bien sûr, on avait fait un bilan auto-immun très complet, un bilan infectieux extrêmement large aussi, certains internes qui sont là doivent s'en souvenir. Et donc voilà, je vous mets ici son IRM antifacial qui passe par ses mollets, c'est du D2-FATSAT. Je vous laisse regarder. Et regardez aussi les autres signes cliniques. Donc là, je ne vais pas vous demander le diagnostic, mais je vais vous demander quel examen complémentaire vous demanderiez chez ce patient. Est-ce que vous demanderiez une biopsie musculaire? Est-ce que vous demanderiez une tryptase? Est-ce que vous demanderiez un sangueur du gène NLRP3? Est-ce que vous demanderiez un sangueur du gène NLRP4? Ou est-ce que vous demanderiez un bios maladie auto-inflammatoire? Budget limité. Tu es ami avec les généticiens de la France en fait. Bravo, tout le monde a donné la bonne réponse, en tout cas tout le monde a fait comme on a fait. Effectivement, on a demandé un NGS auto-inflammatoire. Donc en fait, chez ce patient, initialement, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y avait une petite IgG lambda monoclonale à 2 grammes. Donc devant le tableau de l'oligoarthrite, de syndrome inflammatoire intermittent, la apathie monoclonale et tableau d'urticaire, on avait initialement un syndrome de Schnittler. Et puis, très rapidement, on a compris que ce n'était pas ça. Et on s'est posé en fait la question du maladie inflammatoire, notamment du spectre des CAPS. Et on s'est posé la question d'un CAPS acquis avec un mosaïcisme somatique. Et c'est pour ça qu'on a demandé directement un NGS en pensant trouver un mosaïcisme dans NLRP3. En tout cas, moi, c'était ma conviction. Et au final, on a trouvé une mutation NLRC4, un tableau clinique qui ne collait pas vraiment avec ce qui était connu de NLRC4. En fait, effectivement, le même mois, un autre cas, 2 autres cas, oui, ont été décrits et il s'agissait bien effectivement de maladie auto-inflammatoire. C'est le NGS qui nous a permis de faire le diagnostic.
Entre-temps, on avait 1000 patients qui ont été IL1 du fait de la suspicion de NLRP3, pardon, et il a très très bien répondu au traitement. Et donc ça, c'est juste pour vous dire que dans les maladies auto-inflammatoires, on peut avoir des atteintes musculaires myositiques, que c'est pas très bien décrit, que je pense que parmi les maladies auto-inflammatoires, c'est parmi les interféronopathiques, c'est le plus rapporté. Dans le TRAPS aussi, c'est un peu décrit, mais c'est plus des fascites que des myosites. Et donc, voilà, il faut y penser aussi dans ces maladies auto-inflammatoires. Et je vous ai mis ici deux exemples. À gauche, c'est un papier d'un Candle et à droite, Sadi, je crois, avec des atteintes musculaires très inflammatoires. Mais ça, Alexandre et Isabelle nous en diront plus cet après-midi. Je vous remercie.